Si vous avez joué à quelques jeux vidéo dans votre vie, vous avez très certainement affronté des boss. Et si vous avez joué à beaucoup de jeux vidéo, vous avez affronté beaucoup de boss et j'ose à penser que certains vous ont marqué plus que d'autres. Mais pourquoi cela? Mais en fait, ça sert à quoi un boss? Pur game design ou outil narratif? On va en parler aujourd'hui. Bon, on va parler de boss ici, mais d'abord n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous plaît et n'hésitez pas à commenter avec vos boss préférés. Et on parle de ceux de jeux vidéo, pas de Philippe qui veut pas vous valider vos congés. Allez, pour les spoils, voici les œuvres que je vais traiter pour éviter les spoils, avec les timecodes dans la barre de lecture et en description pour les skipper. Alors, comme d'habitude, quand on veut parler d'un sujet, c'est bien de se mettre d'accord sur une définition. Alors, dans le domaine vidéoludique, un boss est un adversaire qui se démarque par sa surpuissance par rapport aux autres ennemis dans un niveau ou autre environnement. Vous en conviendrez, c'est assez large, au final ça convient aussi à un big boss, vous savez les ennemis qu'on croise au milieu d'un donjon et qui sont possiblement cool, mais pas aussi menaçants qu'un vrai bon gros boss de fin de niveau. Bon. Vous voyez l'idée, un boss c'est un ennemi unique, qui est un adversaire de taille. Des exemples de boss, vous en avez des dizaines, en passant de Bowser à Père Gascogne, à du Psychomantis ou encore le Train Fantôme. Mais d'un point de vue de pur game design, à quoi servent-ils? Alors, à plusieurs choses. D'abord, à valider que tu as les compétences suffisantes pour avancer. Pensez aux premiers boss de jeu qui servent plus ou moins de fin de tuto. Ceux qui valident que vous avez acquis les bases et qui sont pas trop méchants. Genre Margit. Il est peut-être pas très gentil comme ennemi. Mais tous ceux qui ont joué à Elden Ring vous diront qu'il vous apprend tout sur le jeu. C'est un classique dans les jeux From Software. Ce boss qui vous apprend à lire les patterns. Savoir quand esquiver, quand attaquer, tourner autour de l'ennemi. Basiquement, Margit est là pour vérifier que tous les fondamentaux du gameplay sont acquis. Et j'ai aussi pris l'exemple d'Elden Ring par rapport aux autres jeux From Software parce que ce premier boss obligatoire a aussi un autre apprentissage. Tu n'es pas assez fort, reviens plus tard. Car dans ce jeu, l'on peut se balader dans l'open world, gagner des niveaux, des armes et même de l'expérience en tant que joueur. Et c'est un apprentissage en soi, car plusieurs fois, plus tard dans le jeu, tu tomberas sur un ennemi trop fort pour toi, et il vaut mieux parfois y revenir plus tard, plutôt que s'acharner. Bref, l'une des fonctions d'un boss peut être donc l'apprentissage et la vérification de l'acquisition du dit apprentissage. Après, tout simplement, le but ça peut être de faire kiffer. Mais comment on fait? D'abord, présentons des mauvais élèves. Alors, Batman Arkham Asylum est un excellent jeu, avec un système de combat en free flow absolument grisant contre un groupe de plusieurs ennemis, mais pas si efficace pour un boss. Regardons le boss final du jeu. Alors bon, vous connaissez le Joker, même si là c'est certainement pas trop l'image que vous en avez, mais on en reparlera plus tard. Mais je vais vous montrer en accéléré à quoi consiste le combat. Bon ouais, on fait le tour de l'arène, c'est pas exactement le fun. Ah, ça change de phase, ça va peut-être monter d'un cran. Ah bah non, ça fait venir une vague d'ennemis classiques comme n'importe quel groupe d'ennemis du jeu. Et faut refaire ça plusieurs fois. Ah, et les moments où on tourne autour du gros Joker moche là, bah en vrai en fait on l'a déjà vécu plusieurs fois aussi. C'est donc un adversaire qui n'est pas réellement unique, donc pas vraiment un boss incroyable. Après il y a d'autres moyens de pas être fun, hein. Ça ne manque pas. Le classique restant le sac à PV qui ne présente pas de mécanique particulière, juste il est là, il fait perdre du temps pour pas grand chose. Encore une fois, c'est le genre de boss qui ne propose pas une singularité dans l'expérience de jeu. Alors, retournons à Gotham pour l'un des exemples les plus probants de boss uniques du jeu vidéo, avec Mr. Freeze dans Batman Arkham City.
Comme quoi on peut apprendre d'un jeu à l'autre. Alors, il y a quoi de spécial le Sorbet? Bah, c'est assez simple. Il faut lui refaire le portrait un certain nombre de fois pour le vaincre. Sauf que vous ne pourrez jamais le retoucher de la même manière. C'est un peu comme dans Senseiya, une attaque ne marche pas 2 fois sur un même chevalier qui disait. Basiquement, si vous passez par les conduits pour l'atteindre, Mr. Freeze les scellera pour peu que ça ne soit possible. Il faut donc renouveler ses approches et redoubler d'inventivité pour réussir à le vaincre. C'est donc tout l'inverse d'un 5 APV ou d'une redite d'éléments précédents du jeu. Et ça, c'est un boss fight dont on se rappelle. Donc d'un point de vue game design, la vérification des compétences et la diversification de l'expérience de jeu sont les gros points importants pour un combat de boss. Même si ça peut paraître contradictoire, prenons l'exemple de The End dans Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Souvent considéré comme l'un des meilleurs combats de boss de la saga Metal Gear, série connue entre autres pour avoir parmi les meilleurs boss fights de l'industrie, ça vaut le coup d'en parler. Bon, déjà remettons un peu de contexte. Metal Gear Solid 3 est un jeu d'infiltration action. Faut être discret, mais en général les boss, bien qu'uniques en leur genre, c'est plutôt du 1v1 sur le parking d'un Lidl russe avec des flingues et parfois des abeilles. Mais Yen, lui, base son combat sur les diverses mécaniques d'infiltration. C'est un sniper qui se cache à divers endroits de la grande map de combat. Et il faut le trouver tout en étant discret. Bah ouais, s'il nous voit, on se fait sniper comme un politicard par une enquête de Mediapart. Donc, ça met en pratique nos capacités d'infiltration pour pouvoir l'approcher discrètement. Et en plus du check des compétences en infiltration, on ajoute diverses mécaniques de pistage pour rendre le fight unique. Typiquement, essayer de faire un reflet sur les lunettes de sniper pour le localiser. Trouver le perroquet de The End pour qu'il nous ramène à lui. Et encore plein d'autres moyens pour parvenir jusqu'à lui. Tous diversifiés à la manière du combat contre Mr. Freeze décrit plus tôt. Et on allie donc la vérification des compétences à la singularité du combat. Bon, allez, petite parenthèse quand même pour faire comme le fan du Seigneur des Anneaux relou qui parle du moment où Viggo Mortensen se casse l'orteil en tapant dans un casque alors que tout le monde sait ça. Mais en vrai, il y a 2 autres moyens de tuer Zien dans MGS3. Soit le sniper de loin quand on a une très courte opportunité un peu plus tôt dans le jeu. Soit sauvegarder pendant le combat, mettre la date de la console à 1 semaine plus tard, relancer et le retrouver mort de vieillesse. Voilà, c'était mon petit trivia nul, même si je trouve que ça rajoute à l'aura du boss fight légendaire que représente The End, mais trivia nul que tout le monde sait quand même. Bon, après je suppose qu'il y a une question qui taraude nombre d'entre vous, surtout depuis que j'ai mentionné les jeux From Software. Un boss doit-il être difficile? Alors au risque de décevoir, la réponse est oui. Alors attention, je ne suis pas un élitiste du jeu vidéo qui vous dira que si t'as pas fini Sekiro les yeux bandés sans toucher à la manette en te faisant piétiner par un fakir sur des braises brûlantes, tu n'as pas ton mot à dire. Ce que je veux dire par là, c'est pour qu'un boss soit pleinement satisfaisant, un sentiment d'accomplissement doit être atteint. Et donc, ne pas être gratuit, doit représenter un challenge qu'il est possible de perdre. De la difficulté pour de la difficulté n'est pas une bonne approche non plus, et c'est ce que l'on pourrait penser des jeux From Software par exemple. Cependant, peu de jeux retranscrivent aussi bien la satisfaction du triomphe quand l'on vainc un boss d'Elden Ring ou Dark Souls. Je vous renvoie sur cette vidéo de Nostalgeek pour approfondir ce sujet. Mais oui, si un boss est trop facile, comme par exemple les sacs à PV nuls encore une fois, c'est plus une corvée qu'un véritable haut fait que l'on est fier d'avoir accompli. Mais pas besoin que ça soit malénia non plus, hein. Mais l'important, c'est que l'on ressente de l'enjeu. Après, on a parlé de game design, tout ça, mais est-ce que le challenge est le seul moyen d'avoir de l'enjeu? Bon, vous vous doutez que non. Car assez souvent, un boss dans un jeu vidéo fait partie d'une histoire. Prenons l'un des exemples les plus vieux du monde. Là, Mario, là, Bowser. Bowser a kidnappé la princesse qu'on doit libérer. Si on le bat, on la sauve et tout le royaume champignon. On a donc envie de le battre. On a un enjeu vis-à-vis de la victoire. On est d'accord, c'est la base de la base, hein. T'es pas non plus à fond comme si t'allais tabasser quelqu'un qui a insulté ta daronne en 4K. Mais pour repartir une dernière fois dans le Arkhamverse, reparlons du Joker de Arkham Asylum. Bon, vous vous rappelez sa carrure qui ne fait malheureusement pas très Joker, bah ça en a déçu plus d'un à l'époque. En plus du fait que le fight en lui-même soit carrément pas ouf.
Affronter le Joker, que je pense pouvoir qualifier de moche sans trop faire polémique, dans un combat limite de force, ça ne correspond pas tellement aux attentes que l'on pourrait avoir du personnage que l'on affronte. De la torture psychologique, des blagues morbides, de la folie, c'est ça que l'on attend d'une confrontation avec le prince du crime. Ce que l'on n'a pas ici, même s'il y a une histoire autour certes, mais l'enjeu qu'on attendrait d'un tel combat n'est pas vraiment représenté. Mais le principal moyen d'avoir un bon post-fight en termes d'enjeu narrativement parlant reste d'avoir un bon antagoniste. Alors j'ai fait une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à aller la voir, peut y avoir des éléments intéressants et complémentaires là-bas, donc n'hésitez pas. Mais développons un peu, et pour ça, je vais vous parler de Nier Replicant, mais surtout de deux de ses antagonistes, Devola et Popola. Alors, mise en contexte. Il y a un virus qui fait que les humains, soit ils deviennent des monstres, soit des statues de sel. Donc bon, ça pue un peu pour la race humaine. Alors, ils ont eu un plan, séparer l'âme du corps des humains, attendre que le virus disparaisse. En attendant, on met les âmes en sommeil et créer des corps de remplacement qui vivent leur vie en attendant. Et on suit un gars qui, dans le lointain futur, après que l'humanité ait régressé à un équivalent du Moyen-Âge, se retrouve à s'occuper de sa sœur malade et lui cherche un remède. Et dans sa quête, deux jumelles le soutiennent, Devola et Popola. Elles nous fournissent de quoi survivre, nous encouragent, nous aident même à nous changer les idées. Ce sont vraiment des supports sincères et impliqués dans notre quête, jusqu'au moment où il faut les affronter. Elles sont en fait les grandes superviseuses du plan pour sauver l'humanité, et sont donc les alliés de l'antagoniste principal, le Seigneur des Ombres. Et elles doivent le protéger, car il est indispensable à la sauvegarde de l'humanité. Mais tout ça, nos personnages ne le savent pas. Et nous non plus dans un premier temps. Mais la structure narrative du jeu, ça sera pour une autre fois. Mais en termes d'enjeu, affronter nos alliés de toujours, avec une ironie dramatique que nos personnages ne connaissent pas, eux voulant seulement sauver la petite sœur du héros et libérer le monde de la menace des ombres, Devola et Popola, quant à elles, ne faisant qu'accomplir leur mission, qui n'est rien d'autre que protéger l'humanité. L'enjeu est là des deux côtés, et les émotions pour le joueur. Et en plus, on en rajoute une couche au milieu du fight. Quand l'une de jumelles est vaincue, le combat se met en pause, et l'on a la réaction de la survivante. On voit sa colère et la fatalité qu'elle ressent. Et par la même occasion, celle de nos personnages face à ce destin qu'ils ne souhaitaient pas. Et le combat reprend avec une variation du thème des jumelles qui met l'emphase sur tous ces sentiments. Puis survient la conclusion de ce combat des plus tragiques. Et là, on a un combat de boss qui est narrativement plein de sens, qui pose des enjeux énormes pour l'histoire, avec des antagonistes marquants, ceux qui en font un boss fight mémorable. En fait, il faut saisir plusieurs choses. Certains jeux étant plutôt axés gameplay et d'autres narratifs, le type d'enjeu sur lequel on veut mettre l'emphase doit être adapté en conséquence. Après, bien sûr, il y a des jeux qui mêlent très bien les deux et les exemples ne manquent pas. Et je pourrais citer Hades qui a été une révolution narrative dans le genre du roguelite. Et le boss éponyme du jeu est un excellent exemple d'un gameplay exigeant et unique tout en ayant un enjeu narratif fort, étant un personnage travaillé depuis le début du jeu et étant même l'adversaire à absolument dépasser, le padré, Daddy Issues, tout ça. Puis bon, c'est le titre du jeu quoi, donc oui, il est important. Après, l'important c'est de comprendre la place du boss dans la grammaire vidéoludique. Le jeu vidéo étant un médium, il a ses propres moyens de transmettre diverses idées, et si l'on devait attribuer une idée au boss, c'est celle de la fin de quelque chose. La fin d'un niveau, d'une séquence ou encore d'un arc narratif. Et le point de fin d'un chapitre dans la littérature ou la conclusion d'une scène au cinéma. Et comme vous le savez, une fin doit marquer, doit être mémorable, peu importe la manière, et c'est ça qui définit un bon combat de boss. Quand, d'une manière ou d'une autre, de par ses enjeux de gameplay ou narratif, il ponctue si bien le jeu que l'on n'oublie jamais ce qu'il nous a fait vivre. Merci de m'avoir écouté sur cette vidéo sur les boss fights. Ça faisait longtemps que je n'avais pas traité d'un sujet jeu vidéo, ça me fait plaisir. Alors bien sûr, je suis resté très en surface, il y a
bien plus à dire. Puis il y a plein de jeux qui sont légendaires de par leur boss fight que je n'ai pas traité, comme par exemple Undertale. Vous m'en excuserez, hein, ou même du Zelda aussi par exemple. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours aux commentaires, ce que vous avez apprécié, ce que vous pensez que j'ai possiblement oublié. Faites-moi, dites-moi. N'hésitez pas à me suivre, que ce soit ici ou sur Instagram, Blue Sky ou Twitch, où je stream régulièrement. J'espère vous y retrouver très bientôt et aussi pour une prochaine vidéo. Des bisous, à la prochaine.